Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous nous entendez bien et bienvenue à cette table ronde des journées de l'économie autrement. Alors on va parler pendant l'heure qui vient du rôle de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. On va essayer de mieux comprendre, de mieux appréhender quel est le rôle de ces structures, quels sont les apports de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Avant de présenter nos différents intervenants et de leur laisser la parole, je vous rappelle à tous que vous avez du coup un onglet chat pour ceux qui ont déjà assisté à une de ces tables rondes de Journée de l'économie autrement. Vous pouvez dire, voilà, échanger, réagir, ce que vous voulez, mais également un onglet questions où vous pouvez du coup poser des questions pour rebondir sur ce qu'a dit l'intervenant, peu importe, pour poser des questions, parce que on va sélectionner en fait certain nombre de questions. Je vais laisser la parole aux intervenants 5 minutes chacun, et après, l'idée, c'est d'échanger avec vous, la salle numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et aussi à voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, les plus intéressantes, que vous voulez souhaiter qu'on pose en premier. Je vais essayer de sélectionner parmi celles qui ont le plus de votes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment dans l'onglet questions. On va commencer. Et on va commencer par vous, Nicolas Girglova. Vous êtes responsable du projet. Vous êtes responsable projet et développement au Labo de l'ESS, qui est du coup un think tank qui travaille et réfléchit sur l'économie sociale et solidaire. Du coup, je vous laisse la parole un peu pour 5 minutes pour un peu présenter les enjeux des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Alors, votre son est coupé. Là, ça je pense va, que c'est vous bon. m'entendez? C'est parfait, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, ravie de participer, même à distance, à ces 2 journées de l'économie autrement. Avant d'en venir plus particulièrement aux travaux du Labo de l'ESS sur les dynamiques de coopération territoriale, qui ont d'ailleurs été soutenues par la région Bourgogne-Franche-Comté, j'évoquerai donc dans un premier temps quelques éléments de contexte généraux sur l'ESS dans les territoires ruraux. Aujourd'hui confrontés à des enjeux que nous connaissons, tels que le vieillissement de la population, les nouvelles paupérisations, le retrait progressif des services publics de ces territoires, ou encore des questions liées à la mobilité. Bien entendu, ces enjeux n'ont pas forcément été les mêmes à l'époque, mais il est à noter que les territoires ruraux sont historiquement porteurs d'une culture de coopération qui est au cœur même de l'ESS. Et on se réfère souvent à des fruitières coopératives, fruitières agricoles dans le Jura du XIIIe siècle, comme aux prémices de l'ESS en France, puis au mouvement coopératif agricole qui prend de l'ampleur et se structure dans le courant du XIXe, XXe siècle. Mais en dehors aussi du domaine agricole, c'est dans le domaine de l'action sociale où l'ESS, en milieu rural, connaît en positionnement historique une présence historique tout à fait significative, notamment à travers des œuvres philanthropiques, des associations, des fondations, souvent issues d'héritages religieux. Et c'est certainement en partie ce qui explique qu'aujourd'hui, le premier secteur de l'ESS en termes d'emploi en milieu rural, c'est le domaine de l'action sociale. Plus de la moitié des emplois ESS ruraux se situent dedans. Et ici, je pourrais vous mettre la référence ensuite dans le chat. Je me réfère à l'étude publiée en juin 2019 par l'AVIS et le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Et je mentionnerai encore 2 constats significatifs qui en ressortent de cette étude, j'entends. Premièrement, l'ESS occupe une place plus importante en termes d'emploi en milieu rural, 14% des emplois environ, qu'en milieu périurbain ou urbain, où on se situe plutôt aux alentours de 10%. Et deuxièmement, plutôt en termes de tendance générale, l'emploi de l'ESS connaît dans les milieux ruraux une augmentation supérieure à la moyenne nationale,
alors que globalement, on sait que les emplois hors ESS dans le monde rural diminuent. Donc, ces éléments de contexte à l'appui, on s'aperçoit déjà historiquement et actuellement de l'importance et du potentiel de l'ESS dans les territoires ruraux. Et je mettrai à ce titre en avant plusieurs des atouts de l'ESS à ce titre. Donc, d'abord, bien sûr, la volonté de l'ESS d'aller là où le lucratif n'ira pas forcément, ou dans tous les cas, de veiller à proposer localement des services accessibles au plus grand nombre, en développant sur les territoires des emplois durables, non délocalisables, et souvent des emplois d'insertion aussi, souvent situés sur des filières porteuses de transition, telles que l'alimentation durable, le réemploi, la transition énergétique, etc. Tout ça favorisant la relocalisation de l'économie. Et là, on n'a pas forcément le temps, mais je pourrais citer au fur et à mesure en fait, des exemples d'initiatives inspirantes que le labo de l'ESS a eu l'occasion d'étudier sur le terrain. Ici me vient l'exemple de la monnaie locale complémentaire Eusko, qui est un véritable outil de relocalisation de l'économie, par exemple dans le Pays Basque. Et je mettrais aussi en avant encore un point où vraiment l'ESS est très très forte, c'est sa capacité à susciter l'initiative des citoyens, de l'engagement des citoyens, des habitants. Très important en milieu rural pour s'ancrer localement, pour construire des territoires résilients. Différentes méthodes sont déployées. Certains parmi vous connaissent peut-être la démarche Start-up de territoire, de mobilisation des habitants, d'émergence de projets entrepreneuriaux dans les territoires. Mais ça peut aussi passer par exemple, des chantiers collectifs, le faire ensemble, le design des services co-construits avec les habitants, ou encore par la culture qui représente un levier notamment en milieu rural, tout à fait important. On le voit beaucoup, par exemple, dans les villages du futur, qui sont une dynamique de revitalisation de centres-bourgs en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Morvan. Et peut-être pour compléter ce dernier point, mobilisation des habitants dans le milieu rural, l'importance des néo-ruraux. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, que nous, on a beaucoup observé, notamment, par exemple, en Biovallée, dans l'écoterritoire de la Drôme. Les néo-ruraux qui viennent compenser, du coup, aujourd'hui, les soldes naturels globalement négatifs des territoires ruraux, se montrent particulièrement ressources pour mener des projets ESS, pour enclencher des dynamiques. Et en Biovallée, ce mélange, disons, entre les anciens et les nouveaux est tout à fait structurant pour cette dynamique de transition. Donc voilà rapidement, je ne serai pas plus longue dans ce premier temps, un panorama de leviers majeurs de l'ESS dans les territoires ruraux. Et peut-être pour terminer, je partagerai la conviction du labo de l'ESS que plus l'ESS œuvrera dans les logiques de dynamique collective en coopérant avec les acteurs divers, tels que notamment les collectivités territoriales, les habitants, on en a parlé, et les entreprises locales diverses et variées, plus elle aura d'impact et pourra à terme contribuer à, soi-disant, faire système sur son territoire. Eh ben, merci beaucoup pour ce premier point. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints et qui n'ont pas entendu la présentation, vous avez un onglet questions sur le chat, où vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment et on y répondra après. Donc, n'hésitez pas. Donc, après ce premier propos qui pose un peu les grands ensembles et et un peu le tableau, je vais laisser la parole à Tony Hameau. Vous êtes vice-président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et notamment en charge de l'économie sociale et solidaire, et vous accueillez les JEA et soutenez les journées économie autrement depuis plusieurs années, depuis le début. Du coup, je vous laisse la parole. Alors, votre micro est encore coupé. Là, ça me semble. Pardon.
Oui, je disais, ça fait 5 ans qu'on a le grand plaisir d'accueillir les Journées de l'économie autrement de Dijon et en région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vraiment un moment important parce que l'idée, c'est finalement de donner ce panorama, comme vient de le faire Nicolas précédemment, pour avoir une vision globale et macroéconomique, en tout cas pour avoir finalement une bonne vision de tout l'écosystème au bon niveau. Ensuite, au sein de la région, il s'agit d'avoir une stratégie finalement et que cette stratégie, elle atterrisse sur le territoire. Moi, pourquoi on est parti sur la dynamisation des territoires à travers des opérateurs ou des actions comme Cluster Jura, comme le générateur Bourgogne-Franche-Comté ou encore comme les fabriques à entreprendre? Parce que finalement, je me suis aperçu lors de l'élection de 2015 qu'il y avait un grand sentiment de désespérance dans les territoires les plus ruraux, les plus isolés. Et en discutant avec les gens, ils me disaient, pourtant on a des idées, pourtant on aimerait bien faire, je ne sais pas moi, un café solidaire, un garage, on a des besoins, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. En tout cas, il y avait ce sentiment-là, à la fois de résignation et de révolte. Et moi, je me suis dit, on ne peut pas en rester là. Donc, j'ai travaillé avec l'ensemble des acteurs du territoire, qui étaient un peu partout, sur l'ensemble des 8 départements, leur disant, voilà, on a cette question-là devant nous. Jusqu'à présent, on ne s'en est pas emparé de manière structurée, de manière organisée, et j'aimerais qu'on le fasse. C'était la première année en 2016 où l'ensemble des acteurs ont travaillé là-dessus. Moi, mon rôle, c'était, un, de trouver de l'argent, parce que l'ingénierie, il faut la payer, et donc c'est un élément important, mais surtout de faire une coordination et faire un système de bout en bout. Il se trouve qu'en Franche-Comté avait été engagé un travail sur l'émergence qui marchait bien et qui nous permettait, à partir du diagnostic du territoire, de la mobilisation des acteurs, de faire sortir de potentiels besoins et d'essayer d'imaginer des projets. Mais c'était 4-5 territoires, quoi. C'était pas grand-chose, même si c'était important. Et donc, moi, je me disais, mais quand on regarde le territoire Bourgogne-Franche-Comté, en réalité, sur 120 intercommunalités, pour faire simple, on en avait une vingtaine qui avaient de l'ingénierie, les plus grosses, le Grand Besançon, Dijon Métropole, le Creusot-Monceau, Nevers, voilà, Lons-le-Saunier, les villes finalement qui avaient une ossature et une infrastructure, ou les communautés de communes, mais on avait des tas de territoires périphériques qui n'arrivaient pas à part quelques exceptions, à avoir une démarche structurée. Donc je me suis dit, là, c'est le rôle de la région d'amener cet outil et d'aider les acteurs, sous réserve qu'ils aient envie, parce qu'il y a quelque chose dans l'engagement qui est très important, ce que disait Nicolas. Et donc, il fallait d'abord construire ce collectif, mais il fallait mettre à disposition ce travail d'ingénierie, et c'est ce que nous avons fait. Alors, pourquoi? Parce que, comme ça a été dit, dans certains endroits, les services publics ont été rationalisés, donc il reste le minimum finalement de services. Souvent, il reste la poste et la gare est vide. Voilà. Donc la mobilité, c'est un vrai sujet. Et donc on voit que ça touche aussi les questions de transition. Parce que finalement, les petites lignes de train, si on raisonne politiquement, ce n'est pas des petites lignes de train, c'est du CO2 économisé. Donc il y a peut-être moyen de l'imaginer autrement. Quand on prend les infrastructures de santé, c'est un enjeu important. Hier soir, j'avais un débat sur les écoles dentaires entre Dijon et Besançon et on essaye de créer une filière. Euh, c'est un sujet très important. Se soigner, pouvoir se bouger, pouvoir s'alimenter, tous ces sujets-là sont sur les territoires. Et il y a des tas d'idées, il y a des tas de possibilités. Simplement, il faut des infrastructures et il faut une stratégie et il faut des moyens. Ça a été le rôle de la région de travailler là-dessus. Donc l'émergence de bout en bout, la capacité à mobiliser des collectifs entrepreneuriaux, bien sûr, mais pas seulement, des citoyens qui peuvent aussi faire du financement participatif, c'est aussi un vecteur important pour quelque chose qui leur tient à cœur, un bout de rivière, un bout de terrain, un bout de forêt, quelque chose qui leur parle, parce que le territoire, c'est aussi un lien affectif. Et puis, à travers ce travail-là, de réflexion sur un projet, sur des besoins, derrière, imaginez un porteur de projet, une structure, une association, une entreprise, et puis un modèle économique. Et tout ça, ça ne s'invente pas. C'est un métier. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expertise. Et donc, par exemple, sur le modèle économique, c'est Bourgogne active ou Franche-Comté active qui sont à la manœuvre. Sur l'émergence, il peut y avoir Cluster Jura.
Et donc, le générateur, c'est cet ensemble-là. Et ensuite, il faut être dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au territoire, c'est un appel à projet, ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous êtes sur un temps long. Et donc, moi, j'ai considéré qu'on devait mobiliser au minimum 20 000 € pour la région et trouver un co-investissement avec les territoires qui avaient envie d'y aller, sous la forme qu'ils avaient envie. C'est soit une personne mise à disposition sur un temps donné, un mi-temps, peu importe, soit une participation financière, mais en tout cas, il faut un co-investissement parce que sinon, on est juste un tiroir caisse, on dit voilà, on a un dispositif, on le met à votre disposition, on vous donne 20 000 et il ne se passe rien. Et donc là, il y avait aussi une co-responsabilité que moi, je souhaitais mettre en avant. Donc, la première année, on a travaillé en 2016 sur le dispositif. La deuxième année, en 2017, j'ai mobilisé 200 000 € pour accompagner, si possible, 10 territoires qui ont été finalement un peu précurseurs. La deuxième année, j'ai eu un arbitrage positif parce que j'ai beaucoup lutté avec ma présidente de région pour qu'on passe à 400 000 €. Et les 2 années suivantes, on est passé à 600 000 €. Ce qui veut dire qu'en gros, sur ce mandat, j'aurais réussi à mobiliser, on était à 0, j'aurais réussi à mobiliser 2,4 millions pour cette démarche-là. Et là, c'est sérieux. Vous voyez, c'est pas un appel à projet, c'est pas de la communication politique, on travaille sur le fond, on est avec des gens qui ont des vrais besoins dans les territoires. Je vais vous donner des exemples, puisque on a ouvert ces sessions des journées, comme on le fait traditionnellement, par des projets qu'on veut mettre en avant. Je me souviens de projets autour de cafés solidaires du côté de Semur-en-Auxois, où là, en fait, vous avez un village de 200 habitants, mais vous avez 500 adhérents dans l'association. Parce que ce café, il répond à tout le territoire autour. Il permet aux gens de se retrouver, il permet évidemment de boire un café, mais il permet surtout de recréer du lien. Il permet de dire, bah tiens, et si on montait une pièce de théâtre, bah tiens, il y a une compagnie qui est par là, qui fait du cirque, qui fait autre chose, bah, ce serait bien qu'ils viennent et qu'ils nous proposent des éléments de culture. Ça permet aussi, avec des ludothèques, de faire de l'intergénérationnel, parce que on va créer des contes, on va créer des histoires, les anciens vont raconter leurs histoires, ils vont échanger avec les jeunes, on va se donner des coups de main. Et là, on recrée de l'enthousiasme, on recrée de l'envie, on recrée du lien. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et surtout, ça sert à faire en sorte que le sentiment de désespérance ou de révolte qu'on a pu voir avec les Gilets jaunes, parce que pour moi, c'est ça que ça traduit en réalité. Ce sentiment-là de révolte ou de résignation, il ne se traduise pas par 24 élus Front National que moi, je ne supporte pas depuis 5 ans, là, et ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. En revanche, si on ne répond pas de manière stratégique, de manière concrète, avec des moyens et dans la durée, pour répondre aux besoins des territoires, aux idées qui existent, alors on ne fait pas notre boulot de politique et il ne faut pas s'étonner si les gens n'ont pas confiance en nous. Voilà. Voilà à quoi ça sert finalement la dynamisation des territoires. Voilà comment on s'y est pris. Il se trouve que je suis aussi président de la commission ESS à Région de France et partout dans toutes les régions, ces dispositifs-là existent. Le labo de l'ESS qui fait finalement une carte du dispositif peut le dire. Là, on met en avant la Bourgogne-Franche-Comté, mais je sais qu'en Occitanie, ils font des choses, qu'en Aquitaine, ils font des choses. Et ce que j'ai dit à la nouvelle secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, parce que je l'ai vu il y a 15 jours, je lui ai dit, mais vous savez, ce n'est pas vos French Impact, vos dispositifs, vos labels qui comptent. C'est combien vous allez mobiliser pour aider chaque territoire qui a une idée, qui a un projet. Nous, on fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, mais vous avez des moyens, vous devriez nous aider à accélérer. Voilà, c'est comme ça que je voulais ouvrir le débat pour être concret, et puis on pourra répondre aux questions, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, il commence à y avoir des questions, donc c'est très bien, n'hésitez pas à continuer à en poser. Vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Vous avez dans les questions une petite flèche à droite de la question, vous pouvez du coup apporter votre vote. Et du coup, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Yves Reynery. Vous êtes directeur d'un centre social qui s'appelle Ulamir Aulne, qui est situé dans le Finistère. Et vous êtes également président du pôle ESS Centre Ouest-Bretagne, qui est un territoire aux embouchures de 3 départements, le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor. Pour situer un peu, on voit le soleil breton derrière vous d'ailleurs. Oui. Donc, je vais vous laisser la parole pour avoir vraiment un retour d'expérience de terrain. Merci. Bonjour à tous.
Ça me fait plaisir d'entendre parler de la Bourgogne-Franche-Comté, surtout du Jura, parce que je suis originaire du Jura. Donc voilà, c'est des territoires que je connais bien et des territoires ruraux que je connais bien aussi. Voilà. Donc effectivement, moi je suis en Bretagne maintenant, breton d'adoption. Alors moi j'ai une double casquette, comme vous l'avez dit. Je suis directeur d'un centre social depuis 14 ans en milieu rural qui s'appelle Ulamir de l'Aune et qui se situe donc son siège social est à Châteauneuf-du-Fou et nous intervenons sur un territoire qui s'appelle la Haute-Cornouaille, territoire rural par excellence, qui ont 15 000 habitants pour 11 communes avec un chef-lieu qui s'appelle Châteauneuf-du-Fou. Donc on est situé vraiment au centre du Finistère. On n'est pas loin de la mer, mais on est vraiment très central par rapport au Finistère. Et comme vous l'avez dit aussi, depuis 2018, je suis le président du pôle ESS qui s'appelle ADESC, donc du pays COB. Et donc, la particularité de notre pays, c'est que nous sommes sur 3 départements, effectivement. Donc, je n'ai pas trop développé, mais en tout cas, si ma présence en tant que président, elle est liée aussi largement au fait de ma direction du centre social, puisque j'ai été, avec d'autres, bien évidemment, à l'initiative de la création de ce pôle ESS, qui était en fait le dernier pôle ESS à créer en Bretagne. Alors tout à l'heure, Monsieur Hameau disait qu'en Occitanie, on faisait beaucoup de choses pour l'ESS, en Bourgogne-Franche-Comté aussi, mais en Bretagne, on en fait beaucoup, puisque c'est le territoire par excellence de l'ESS, il faut le savoir. Et le pays COB, Nicolas tout à l'heure disait 12%, je crois, au niveau des emplois en ESS, si j'ai pas bien compris, en Bourgogne-Franche-Comté, je la regarde. C'est ça. Nous, on est à 20% sur notre territoire du pays COB sur l'ESS. Donc, c'est des choses très importantes. Alors, nous, au niveau de notre centre social et de notre association, on est implanté depuis 34 ans sur ce territoire. On a diverses actions engagées avec la population, puisque l'essence même d'un centre social, c'est de travailler avec et pour les habitants du territoire et dont les élus, puisque les élus sont aussi des habitants du territoire, il ne faut surtout pas les oublier. On travaille sur différentes choses et principalement, alors j'allais dire la mobilité, c'est quelque chose là, qui nous tient à cœur là, depuis quelques années, puisqu'on a mis un dispositif social et solidaire en place qui s'appelle Roulant Solidaire. Donc là, c'est pour permettre à des personnes qui sont le plus précarisées, qui ont le plus de difficultés de mobilité, de pouvoir mettre à disposition des véhicules avec des conducteurs bénévoles. Donc, il y a une plateforme mobilité là qu'on a créée sur notre territoire. Voilà. Donc, c'est un partage qui se fait entre des bénévoles, des salariés du Lamir, et puis une plateforme qui répond aux besoins des personnes lorsqu'ils ont besoin d'une mobilité. Alors, on ne va pas sur le travail puisqu'il y a d'autres acteurs qui sont là-dessus. Nous, on est plus sur tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Autre chose aussi au niveau du centre social, par rapport à la dynamisation du territoire, du développement local social, on a la particularité de gérer des hébergements de groupes et d'activités de pleine nature au niveau sportif. Donc, on gère 2 équipements qui appartiennent à une commune, la petite commune qui s'appelle Saint-Ouen, avec 700 habitants, et une maison inclusière qui est le long du canal de Nantes à Brest, où on peut accueillir aussi 27 personnes. À Tifforn, on peut accueillir 42 personnes. Et en fait, par rapport à ces hébergements-là, c'est toute une dynamique qui a été créée. Il faut savoir que la maison inclusière, c'est une collaboration qui se fait aussi avec la région Bretagne, puisqu'elle appartient à la région Bretagne. Et donc, ces différents équipements, ils permettent de dynamiser nos communes, nos territoires ruraux, et en parallèle de ça, on a mis en place, donc, comme je le disais, des activités sportives de pleine nature qui répondent. Alors, c'est du kayak, parce qu'on parlait du canal, c'est du stand-up paddle. Alors, on n'a pas la mer, mais on a quand même un très bel outil de travail en centre Finistère. On peut faire de l'escalade. Alors voilà, en plein milieu du centre Finistère, on peut se dire, tiens, c'est étonnant de pouvoir faire de l'escalade, mais on peut le faire. On a un viaduc qui a été désaffecté. Là, on s'en sert, c'est une voie verte qui est devenue voie verte, et en même temps, on fait de la descente de rappel. Voilà. On peut faire du tir à l'arc, voilà, plein de choses, un sport de pleine nature. Bon, on ne fait pas de ski, c'est pas encore à l'heure du jour, en tout cas, pour l'instant. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, donc un centre social comme le nôtre, ça dynamise drôlement, j'allais dire, un territoire comme le nôtre. Il faut savoir que nous, on est 14 salariés permanents quand même sur un territoire comme le nôtre. On a un budget de 900 000 €, donc on est quand même une grosse association. Et tout ça pour dire aussi que le centre social et ces diverses parties prenantes font aussi partie de l'économie d'un territoire, et que notre volonté, notre action, c'est aussi faire en sorte de travailler avec les acteurs économiques du territoire. Donc forcément,
on privilégie nos achats sur le territoire par rapport aux petits commerçants, par rapport à nos artisans. Alors, on a Quimper qui est pas très loin, qui est à 35 km, Brest à une soixantaine de kilomètres, mais le choix est fait de valoriser tous nos achats dès qu'on le peut sur notre territoire. Voilà. Voilà ce que je peux dire peut-être pour l'instant. Pas hésiter à m'interroger. Et bah, du coup, on va commencer par les questions. Alors, on va prendre, il y en a une qui a déjà recueilli 5 votes, du coup, on va la prendre. Que pensez-vous de l'outil, les clubs Cigale pour dynamiser les territoires ruraux? Donc, les clubs Cigale, peut-être que quelqu'un pourrait l'expliquer mieux que moi, mais c'est de la gestion de l'épargne solidaire. L'acronyme Cigale, c'est Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut bien répondre à cette question en présentant peut-être rapidement de quoi il s'agit pour ceux qui ne savent pas, qui se sent. Nicolas, est-ce que ou allez-y, Sophie. Pas forcément plus que oui. Alors effectivement, je pense que on se situe au niveau au fait de l'implication des habitants et des citoyens public à des participations pas toujours significatifs ou en tout cas significatifs de par leur valeur, mais pas forcément à des montants qui restent relativement accessibles et qui effectivement permettent donc du coup de localement favoriser des projets ESS. Et après, bon, ça peut être les cigales, ça peut être tout autre type au fait de montage. Nous, on l'a par exemple observé sur le terrain avec le territoire à énergie positive, le TEPOS dans les Hautes-Landes, où une commune assez motrice sur ce projet-là, mais avec d'autres acteurs, les entreprises locales, a su impliquer les habitants, notamment justement par le volet économique, en créant une entreprise, une société d'économie mixte, à laquelle, en fait, les citoyens ont pu entrer en capital en se regroupant eux-mêmes. Donc, vous voyez, au fait, et donc, bon, tout ça, parce qu'il y a un exemple qui me vient à l'esprit, mais le club des cigales, est une forme d'épargne solidaire, je pense qu'il est tout à fait accessible, disons, à un grand nombre de personnes. Après, je ne maîtrise pas parfaitement les fonctionnements des clubs. Je pense qu'il y a des notions de durée de vie d'un club. Après, ça pose toujours aussi des questions disons, de leadership, y compris aussi dans l'animation de ce type d'initiatives citoyennes. C'est un sujet récurrent, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir une impulsion du moment parce qu'une figure porteuse, inspirante est là, qui a du leadership, et derrière, qu'est-ce qui se passe une fois que cette personne, particulièrement animatrice, n'est plus là. Je pense que c'est des durées de quelques années au niveau des clubs. Mais bon, d'autres ont peut-être d'autres infos plus. Moi, par rapport à cette question, ce que je pense, c'est que ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'il y ait d'abord une dynamique collective de l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'une question, d'un besoin ou d'une idée, pour le transformer en projet. Et si le projet est bon, si l'idée est bonne, si le travail est bon et que cette dynamique se crée, alors je ne suis jamais inquiet sur le financement. Ce que je veux dire par là, c'est que le financement, on peut le trouver dans plein de domaines. On peut le trouver avec les cigales, évidemment, mais on peut le trouver aussi avec des fondations, des grands groupes qui existent, qui font du mécénat. On peut le trouver avec des banques, avec des mutuelles. Donc, pour moi, le plus important, c'est qu'il y a un leadership public. C'est pour ça que j'ai voulu que la région s'implique beaucoup sur cette question de l'émergence et du travail sur des projets territoriaux pour permettre à ce que l'ingénierie soit accessible. Parce que l'ingénierie coûte cher, mais l'ingénierie, c'est de l'expertise qui doit être organisée. Et ce dispositif-là, on l'a rendu accessible. C'est ça qui est important. Après, s'il y a l'envie, s'il y a la volonté, s'il y a un peu de co-investissement, alors on peut trouver toutes les formes possibles de financement. Les cigales en sont une, évidemment, puisque les citoyens sont au cœur du jeu, mais pas que.
ça peut être le rôle d'un entrepreneur qui, lui, à un moment donné, dit, bah, tiens, moi, il y a une zone d'activité, j'ai des salariés, il leur manque des services. Je ne sais pas, on peut imaginer une crèche, on peut imaginer des services à côté. Et donc, lui, il va être intéressé par cette idée, il va amener quelque chose en plus et il va dire, bah, moi, bah, c'est important pour moi dans la performance de ma propre entreprise parce que c'est un service pour mes salariés. Et bien, à ce moment-là, moi, je vais jouer le jeu avec les acteurs qui ont eu cette idée-là. C'est ça qui compte. Et après, c'est comme ça qu'on crée un dispositif finalement où toutes les volontés vont s'additionner, vont coopérer. Ce que disait très bien Nicolas tout à l'heure, c'est on retrouve l'esprit coopératif du 13e, mais qui est déjà là, quoi, quelque part. Et en retrouvant cet esprit coopératif, en fait, parce qu'on construit un projet qui prend de l'ampleur, alors on va trouver les moyens financiers. Parce que ce ne sont que des moyens financiers. Vous voyez? Mais surtout, et moi c'est là-dessus que j'insiste souvent, le chemin qu'on fait dans le cadre de ces projets-là sur chaque territoire, il est aussi important que la destination. Souvent, on me dit, ouais, mais ça va être quoi le retour sur investissement? Vous le savez, il y a toujours des gens pour vous poser ce type de questions. Moi, je suis plutôt de gauche et je regarde à la fois le lien social, évidemment, la question du développement, mais il y a des gens qui n'ont pas cette vision-là et pour lesquels c'est plutôt j'ai investi 1 €, est-ce que ça me rapporte 2 €? Pour faire simple. Mais moi, je leur dis, mais combien de, combien de problèmes aussi on peut éviter à travers cette initiative? C'est-à-dire que si on ne prend pas ces initiatives-là, finalement, votre territoire, il perd de l'attractivité. Alors, vous me parlez de retour sur investissement, mais ça vaut combien que votre territoire, il redevienne attractif et il redevienne dynamique? Ça vaut combien? Et là, souvent, ça les fait réfléchir autrement. J'ai même des collègues de gauche avec lesquels j'ai eu ce type de débat. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qui sont maires aujourd'hui et qui me disent oui, mais tu comprends, toi, tu amènes 20 000 €, mais moi, si tu me demandes 10 000, combien ça me rapporte? Y compris des maires de gauche. Mais je leur dis mais écoute, moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu veux que ton territoire se mette en dynamique? Est-ce que tu veux que des citoyens qui jusque-là avaient des idées mais étaient un peu dans leur coin viennent te voir et travaillent avec toi? Est-ce que tu veux que les chefs d'entreprise qui sont intéressés, qui ont tel ou tel besoin, se disent bah tiens, j'ai peut-être un moyen d'y arriver, et si ça, tu as envie que ça se passe, alors viens travailler avec nous. Donc le chemin, il est aussi important que la destination. Mais si je savais, moi, chaque destination sur les 100 territoires, mais je dépose un brevet, je deviens milliardaire. Vous voyez, c'est pas vrai. Et donc, c'est pour ça que on est dans l'innovation en réalité territoriale. Et étant dans l'innovation territoriale, il faut absolument qu'on fasse le pari que le collectif va générer de la valeur. Si je suis strictement dans une logique économique. Mais la valeur, elle peut avoir différentes dimensions. Elle a une dimension sociale, elle a une dimension territoriale, elle a une dimension évidemment économique, mais elle a aussi une dimension écologique. Quand vous travaillez à faire du circuit court, quand vous travaillez sur des personnes âgées, on l'a vu là dans les 5 projets sur 42 qu'on a mis en avant au début de ces journées d'économie autrement, sur la dénutrition de personnes âgées que vous allez livrer par triporteur parce que vous voulez avoir un impact CO2 positif. Mais vous êtes en train à la fois de travailler pour des personnes isolées qui ont des vrais besoins sur le territoire et vous recréez du lien, ça a une valeur. Et vous êtes aussi en train de travailler un dispositif de livraison qui va faire que vous allez avoir une empreinte carbone qui va être beaucoup plus atténuée. Donc ça a aussi une valeur. Vous voyez? Voilà, donc moi là-dessus, sur ces questions de financement, j'en fais jamais un préalable. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est d'avoir un bon travail de projet, de vraiment challenger et d'avoir des vrais défis sur lesquels on se confronte les uns les autres avec nos expertises. Et quand le projet est solide, moi, je vous garantis qu'on trouve le financement. Alors, ça fait une transition un peu toute trouvée vers une autre question qui a été posée un peu. Vous avez commencé peut-être à répondre là-dessus, Tony, mais c'est comment amener des banques, des entreprises publiques, des assurances à appuyer les stratégies publiques de soutien à l'ingénierie en faveur du développement local et de l'ESS dans les territoires. Donc, si je formule un peu autrement, qu'en est-il de l'investissement privé des acteurs un peu plus importants privés? Comment je sais pas qui veut répondre à cette question. Allez-y. Aujourd'hui, c'est souvent par le biais de fondations. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis au comité exécutif de la fondation RTE, qui est le réseau de distribution qui crée les pylônes, tout ça.
d'EDF. Donc RTE a des objectifs pour être dans des projets et ils financent, ils soutiennent un certain nombre d'initiatives territoriales. Chaque grande entreprise a déjà un peu ce mode de fonctionnement. Simplement, ils ont souvent une stratégie centralisée. C'est tout le problème de ce pays. Ils ont une stratégie centralisée avec des objectifs qui correspondent à leurs grands objectifs. C'est normal, ils ont une stratégie globale de l'entreprise. Mais la difficulté, c'est que parfois, il y a de l'argent et ça ne rencontre pas les projets des territoires. C'est pour ça que moi, dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec la secrétaire d'État qui vient d'arriver, Olivia Grégoire, je lui ai dit, ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que les grands groupes aient aussi une logique de décentralisation dans leur manière d'imaginer le financement des projets. Je pense que ça, c'est un élément important. Et la deuxième chose, c'est aussi, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, on a un club mécénat qui est unique. C'est un club Bourgogne-Franche-Comté en termes de mécénat. C'est aussi comment on crée ce type de club en région pour que, là aussi, il puisse y avoir une manière de financer les projets qui soit un peu différente de la manière stratégique des grands groupes. Alors Nicolas, vous voulez répondre à cette question et après aussi Jean-Yves. Oui, c'était simplement rapidement pour compléter effectivement sur les sujets des fondations. Nous, ce qu'on a relevé sur le territoire, comme un exemple particulièrement inspirant, c'est notamment des fondations territoriales. Par exemple, une dynamique qui a été impulsée par la Fondation de France dans les Hauts-de-France à travers un programme de soutien de dynamique territoriale, régionale. En fait, ils ont impulsé donc avec de l'argent privé de la Fondation de France, de la générosité publique, en fait, disons une initiative qui, au fait, peu à peu, aujourd'hui, quelques années après, s'est complètement autonomisée et a donné naissance à une fondation territoriale pilotée par le principal bailleur social du territoire. Et là-dessus, je pense que véritablement, cet outil de fondation territoriale qui, comme le disait à l'instant M. Hameau, voilà, n'est pas plaqué, en fait, n'est pas descendant, mais émerge en quelque sorte sur les territoires. C'est quelque chose qui est vraiment à développer et je pense que on sous-estime peut-être parfois la volonté et la capacité des acteurs économiques locaux d'entreprendre en fait ce type de philanthropie locale dans une démarche de responsabilité territoriale de l'entreprise. Voilà. Jean-Yves, je crois que vous voulez répondre aussi à cette question. Oui, c'est pas répondre, c'est juste compléter les propos. Alors effectivement, nous, on a une fondation sur le territoire qui s'appelle Canal Carré et qui vient justement, fondation de territoire, qui vient sur nos structures, alors qui vient abonder sur des petites sommes, mais il n'empêche que nous, elle nous soutient par rapport à la ludothèque. Son choix de cette fondation, c'est d'aider les projets culturels. La ludothèque fait partie d'un projet culturel. Donc voilà, donc ils nous soutiennent depuis quelques années sur ce projet-là. Ils nous soutiennent aussi par rapport à ma double casquette donc de président du pôle ESS. Ils nous soutiennent aussi sur le pôle ESS. Bon, comme je dis, c'est pas des gros montants, mais n'empêche que ça aide, ça donne toujours un peu d'oxygène sur nos actions. Puis on en a besoin, surtout en ce moment. Et j'allais compléter aussi le propos en disant qu'il ne faut pas oublier que dans la loi Hamon, les acteurs de l'ESS, on a nos banques mutualistes font toute partie de ce monde ESS. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois pour nous parce qu'on se retrouve quelquefois en face de grands groupes tels que le Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, j'en passe, c'est des meilleurs, qui se revendiquent aussi de l'ESS. Alors forcément, le champ de compétences n'est pas le même forcément entre nous et eux. On n'a pas tout à fait la même vision des choses, les mêmes enjeux. Mais en tout cas, c'est des acteurs qui sont sur nos territoires et puis il faut aller les solliciter. Enfin, moi, comme je dis, c'est pas nos ennemis. Donc à un moment, il faut aller les rencontrer. Et puis, ils ont aussi des employés, des personnes qui sont liées de toute façon à l'ESS et ils sont là pour nous aider dans la construction de nos projets. Donc, ne les oublions pas, même si on n'est pas tout à fait dans le même champ économique. Merci pour votre réponse. Donc, n'hésitez pas encore à continuer à poser des questions dans l'onglet questions et à voter pour celle qui vous plaît. Je sélectionne une autre question peut-être pour vous, Jean-Yves, pour commencer. Quelle articulation entre les dynamiques de l'économie sociale et solidaire rurale locale et les territoires administratifs de plus en plus vastes?
Je ne sais pas si vous, sur ça, vous pouvez avoir une expérience, un retour. Ouais, c'est une grande histoire d'amour, ça. Comment expliquer tout ça? C'est-à-dire que quand on a effectivement un projet un peu conséquent Alors, je vais prendre un exemple très concret, puisque moi, je suis un peu l'acteur de terrain. Par exemple, on a créé une coopérative jeunesse de service il y a 2 ans et demi de ça. Bon, voilà, donc on a créé la coopérative, donc on a été soutenu financièrement par la Caisse d'allocation familiale voilà, du Finistère, par que j'oublie pas parce que je vais me faire tirer les oreilles moi. Après le conseil départemental 29 puisqu'ils ont aussi voilà un chargé de mission par rapport à l'ESS et puis le PICOP qui nous a beaucoup aidé sur la construction de demandes de financement européen. Et finalement, on s'aperçoit que ça devient quand c'est plutôt local, ça va plutôt vite. Mais quand on est sur la construction du projet par rapport aux instances européennes et à mettre ces projets-là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et tout ça pour vous dire que, voilà, on avait quand même un financement de 10 000 euros par rapport à cette coopérative de jeunesse. Et on a mis 2 ans et demi quand même pour se faire payer. Donc, vous voyez, sur des structures comme les nôtres, quand vous avez une trésorerie qui est toujours un peu compliqué et qu'il faut attendre 2 ans et demi pour vous faire payer, voilà, ça montre aussi le problème aussi quand on veut mettre en place des projets. Et je sais que pour en discuter avec d'autres collègues, alors nous, j'allais dire, on est une structure, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 14 permanents, 900 000 euros de budget. On n'est pas il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, mais on n'est pas une petite asso, mais en tout cas, on a des assos qui ne pourraient pas se permettre d'aller sur ce genre de dispositifs parce que ça va les contraindre à aller taper dans la trésorerie, à les mettre en difficulté derrière. Quand on a du Fonds social européen, c'est pareil, il faut des fois 3-4 ans pour se faire payer. Et on a des associations dont on pensait qu'ils avaient vraiment les reins solides et on s'est aperçu à la fin qu'ils mangeaient la trésorerie à force. Et puis à un moment, la strate administrative, elle fait qu'on est confronté à des problèmes de trésorerie et qu'on se retrouve à mettre l'association en sommeil parce qu'on ne peut plus faire autrement. Alors forcément, là, j'allais dire, c'est un grand c'est pas un grand mystère, mais en tout cas, c'est un combat de tous les jours et j'avoue que là, j'ai pas vraiment de réponse à apporter et on est toujours confronté au même problème. En fait, plus on est central, plus on va être avec des acteurs de terrain proches de nous, plus ça va être simple de construire. Voilà. Et plus on va s'éloigner de nos territoires et plus ça va devenir compliqué. Peut-être sur ce point, Denis, vous voulez ajouter? Allez-y, oui. Oui, moi, il se trouve que j'ai essayé de faire un travail avec la commission ESS à Région de France, puisque d'une part, finalement, avec les fonds européens, on a des possibilités. Mais la difficulté, c'est ce qui était très bien souligné, c'est que le coût d'acquisition, c'est-à-dire monter un dossier, le temps qu'on y passe, la complexité du sujet, fait que déjà, pour des toutes petites associations, c'est pas du tout adapté. Donc moi, j'ai dit, on laisse tomber ça, c'est pas la peine. Deuxièmement, vous prenez le risque 3 ans après de ne pas avoir les fonds. Parce qu'on va vous demander parfois des pièces à fournir qui n'étaient pas prévues au début. Mais c'est très français. Parce que pour pouvoir faire ce travail avec Bercy, j'ai demandé à ce qu'on ait un benchmark des pratiques européennes pour voir un petit peu si c'était que franco-français ou si c'était quelque chose de général. En réalité, dans d'autres pays, je vais vous prendre 2 exemples. La Belgique ou la Pologne. En Pologne, vous avez un indicateur qui est le taux d'accès aux fonds européens et lorsque une région, alors c'est plus petit que la France, est décrochée, on regarde pourquoi elle n'accède pas et on fait tout pour qu'elle y accède. Donc on lui facilite la vie. Vous voyez? En Belgique, c'est différent. Il y a carrément des structures qui accompagnent les associations ou les porteurs de projets et qui sont quasiment des coachs. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, votre projet, il vise tel territoire, il a comme objectif tel impact ou tel impact, social, territorial, économique, et on se met d'accord sur un niveau de performance. Voilà, c'est un contrat. À partir du moment où on est d'accord, vous avez les fonds. Et on vérifie après. Vous voyez? Nous, on est encore, c'est pour ça que je pense qu'on a à la fois le génie administratif français, mais il y a des moments, c'est pénible. C'est-à-dire que ce génie administratif, il fait qu'au niveau central, on va vous faire des normes supplémentaires de ce qui est demandé à l'Europe. Donc ça, c'est Bercy. Ensuite, on va au niveau régional, et moi, je lutte aussi contre ça, parfois, parce qu'on est l'opérateur pour le central. On va rajouter une couche, et donc ça devient infernal pour tous les projets qui ont besoin d'agilité, qui ont besoin d'une trésorerie rapidement, qui ont besoin d'avancer. Voilà.
Donc moi, je serais assez pour qu'on décentralise tout ça, qu'on donne les fonds aux régions. Vous voyez, donc moi, je suis plutôt un décentralisateur, donc je ne suis pas trop dans l'air du temps pour l'instant. Que ces fonds aux régions, on puisse les donner aux structures sur la base d'un contrat sur lequel on s'est mis d'accord, avec évidemment de la performance, avec évidemment des comptes à rendre, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais on leur donne la possibilité d'aller suffisamment vite pour qu'on puisse tester, pour qu'on puisse avancer. Et puis après, on fait comme ça se fait partout dans le monde. Lorsqu'on a investi, ben on fait le point, on regarde si ça marche, on regarde si ça ne marche pas, on en tire des leçons. Nous, on voudrait que ça soit réussi avant d'avoir commencé. On veut toutes les garanties avant d'avoir commencé. Et donc, forcément, on commence pas très souvent. Voilà. Et moi, ça m'insupporte. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance au territoire, il faut faire confiance aux acteurs locaux. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'ai créé ce dispositif d'ingénierie. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire que quand ils en ont besoin, ils ont la trésorerie. Quand ils en ont besoin, ils ont l'expertise. Et derrière, on fait les évaluations, évidemment. Je ne dis pas qu'on réussit toujours, mais au moins, on leur a permis d'essayer, et ça, c'est très important. Oui, allez-y, allez-y. Peut-être pour aborder cette question du coup de l'articulation administrative et de la réalité territoriale dans notre point de vue un petit peu que nous on a aussi constaté sur le terrain quand on a étudié du coup ces dynamiques collectives qui souvent correspondent au fait à des notions de bassin de vie. Parfois, en fait, notamment suite à la loi Le Nôtre de 2015, où au fait, il y a eu plutôt des critères du coup au niveau de taille des populations qui ont primé, et où on a assisté à des fusions du coup, au niveau des communautés communes, de territoires très très larges, on constate au fait vraiment ce décalage entre la perception de par les habitants et au fait une échelle, disons, un peu réaliste pour une échelle projet. Ce décalage entre voilà, cette échelle-là et l'échelle du coup de fait administrative qui oblige parfois, quand on coopère avec du coup justement les collectivités territoriales, etc., d'inscrire tout de même ces projets dans ces logiques en fait en disproportion. Voilà, en tout cas c'est ce que les porteurs de projets nous ont un petit peu fait remonter. C'est vrai que voilà, c'est ce conflit entre bassin de vie et la réalité administrative aujourd'hui des communautés de communes beaucoup trop vaste. C'est quelque chose qui pose question, et du coup des instances de gouvernance aussi, hein, qui avant en fait avaient l'habitude de se retrouver, disons, à échelle de 30, ce qui reste encore une disons une instance de discussion voilà, assez réaliste et pratique, avec du coup aujourd'hui des instances qui vont voilà, qui dépassent des centaines de personnes. Donc voilà, ça c'est juste pour compléter sur un autre aspect qui nous a remonté le terrain. Très bien, merci. Et j'enchaîne sur une autre question. On est sur un peu du coup sur les difficultés des porteurs de projets. On a une question, peut-être vous connaissez Denis Hameau, Hugo Viguier, qui essaye de porter l'émergence d'un projet de tiers-lieu et d'écotourisme vers le Creusot. C'est bien en Bourgogne-Franche-Comté, si je ne me trompe pas, depuis un an. Et il porte le projet depuis un an. Et il rencontre deux difficultés principales, l'accès au foncier et comment vivre pendant la création. La question m'échappait. Pendant la création du projet, pourquoi il n'y a pas de pépinière de l'ESS avec du portage salarial? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Écoutez, moi, Hugo, ce que je peux lui proposer, c'est plusieurs choses. D'abord, le foncier, ça ne dépend pas de la région. Le foncier, il va dépendre principalement d'une ville ou éventuellement d'une intercommunalité. Donc là, le foncier, la région ne peut pas trop agir. Elle va pouvoir aider, sous réserve d'une convention, sur des projets immobiliers. Voilà. Donc c'est là aussi que parfois pour les porteurs c'est compliqué, c'est que il va falloir qu'ils arrivent à convaincre localement les décideurs locaux que sont les maires principalement et les présidents d'agglomération, d'intercommunalité ou de métropole pour qu'ils aient ce soutien-là. Donc si nous on peut les aider au Creusot-Monceau, il se trouve que je connais un peu de monde et ce serait avec plaisir. Donc vraiment je leur dis. Donc il faut qu'ils voient avec le service ESS. Je crois que Lucien Daponte est avec nous et il faut qu'il prenne contact, qu'on regarde ça. Deuxièmement, c'est de l'écotourisme. Donc l'écotourisme, ça veut dire que l'ESS est transversal. Donc l'ESS, ça veut dire que mon collègue vice-président Patrick Ayache, je vais l'alerter aussi sur ce projet, je vais essayer de l'aider, évidemment.
Mais vous voyez bien que moi, je ne peux pas me substituer à l'échelle locale sur le foncier. Le tourisme, c'est aussi une compétence départementale, donc il y a peut-être aussi moyen de travailler avec le département là, c'est la Saône-et-Loire, pour voir comment on peut l'accompagner, et puis la région viendra en complément. C'est aussi une des difficultés de notre pays qui a toutes ces échelles administratives. Moi, je le note dans ma pratique récente. Je suis un jeune vice-président de la région, c'est mon premier mandat. Entre le national, l'Europe, que j'ai pu commencer à challenger avec comment ils font en Europe les autres, le national, Bercy, avec toutes ces règles de contrôle, et pour eux, c'est la seule façon de voir les choses. Hein. Donc, soit vous vous battez contre, soit vous essayez de trouver une autre manière. Donc, moi, j'ai dit on va se débrouiller localement. Mais on va quand même revenir à la charge là, avec la nouvelle secrétaire d'État. Ensuite, vous avez l'échelon départemental. Si on prend le tourisme, c'est un sujet. Si on prend l'agriculture, c'est un autre sujet, mais il est là, donc il faut travailler avec lui. Et enfin, vous avez l'intercommunalité et la mairie. Vous voyez ? Donc, quand on a un projet d'écotourisme comme vous, il faut arriver à articuler cet ensemble-là administratif, ce qui est déjà d'une grande complexité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on va vous aider. Voilà, concrètement, en live, il n'y a pas de souci. On essaie de faire ça pour tout le monde. On regardera aussi la qualité de votre projet. Hein. Il ne faut pas non plus que je vous raconte n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'avec les services, on travaillera avec vous sur la qualité de votre projet. Et puis, derrière, évidemment, on essaiera de vous aider. Mais le foncier, ce n'est pas du tout la région qui va pouvoir vous aider. Donc là, c'est comment vous avez un contact avec le maire et l'intercommunalité et comment vous pouvez travailler là-dessus. C'est là que ça se joue. Et sur l'autre partie de la question qui dépasse largement cet exemple, mais comment vivent les porteurs de projets pendant le temps de se vivre financièrement, pendant le temps de porter ce projet? Alors ça dépasse plus largement. Est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce que des retours d'expérience Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de dispositif qui finance des porteurs de projets comme ça en attendant. Hein. Je ne peux pas vous dire que ça existe, quoi. Enfin, si quelqu'un en connaît un, je suis preneur, hein, mais moi non. Enfin, en fait, vous êtes d'une certaine manière entrepreneur et vous prenez votre risque. Hein. Donc, moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, soit vous avez un job à côté et donc vous faites ça en plus, soit vous êtes en situation de transition, donc vous avez quand même, on a un système finalement qui permet de ces transitions en France via Pôle emploi, et donc on peut, mais bon voilà, nous si on peut vous accompagner, on le fera bien volontiers. Hein. On n'est pas là pour en rajouter, pour compliquer la vie des gens. En tout cas, moi j'ai à la fois une vision stratégique et une vision très opérationnelle, et ce qui m'intéresse, c'est d'aider les porteurs de projets à réussir. Et j'enchaîne sur une autre question. Dans le modèle ESS en milieu rural, il y a un modèle très présent qui est la CUMA, donc c'est, si je ne me trompe pas, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Est-ce qu'il serait possible de reprendre ce modèle de coopérative d'utilisation consacré à d'autres outillages et biens d'équipement dans une logique de bien social et d'écologie pour une consommation plus propre? Est-ce qu'il y a des exemples de structures en ce sens ou proches de ça, finalement, de mutualisation de l'équipement, si je le dis autrement? Je ne sais pas si quelqu'un a un exemple, visiblement pas. Non, c'est vrai que les Cuba, c'est un modèle qu'on connaît, nous, sur nos territoires ruraux, mais après, sur d'autres modèles hors agricole, là, après, on a des modèles. Enfin, nous, on essaye justement de mutualiser. Par exemple, on a une flotte de véhicules assez importante au niveau de notre centre social parce qu'on transporte les gens, les jeunes, les enfants sur les centres de loisirs, sur les activités sportives, les personnes âgées sur nos activités ou les personnes qui ne sont pas mobiles sur nos activités. Et on peut mettre à disposition nos minibus à d'autres partenaires. Mais voilà, sur le modèle de la CUMA, moi, je n'en connais pas d'autres. Hein, franchement. J'ai vu des modèles d'associations de bricolage où on se prête des outils, où tout est mutualisé, où il y a même des anciens qui vous apprennent en fonction de ce que vous voulez engager comme travaux, ils vous donnent des conseils. Ouais. Bon, c'est pas du même ordre. En revanche, moi, ça me fait penser à un sujet là qui émerge. Je me dis que peut-être il y a quelque chose à travailler avec les métropoles, les intercommunalités et la région. On va progressivement aller vers un mix énergétique qui va intégrer l'hydrogène dans les véhicules.
Et donc, je me dis que peut-être il faudra faire une espèce de coopérative pour qu'on ait une flotte de véhicules suffisamment importante pour justement optimiser la fabrication et la distribution et donc le coût qu'intégrera l'hydrogène lorsqu'il remplacera en partie l'énergie fossile. Je pense que ça peut être un exemple. Donc, il faudrait qu'il y ait des bus ou des cars à hydrogène et que donc la flotte étant plus large, en mettant tout ça en commun, on pourrait évidemment, avec une coopérative, faire en sorte que le modèle de l'hydrogène, par exemple, émerge. Ça me paraît quelque chose d'intéressant, quoi. Mais après, en dehors des coopératives agricoles, je ne vois pas trop. Ce que j'ai vu, c'est des systèmes aussi de remplacement des agriculteurs. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent prendre des vacances, il y a un volant finalement de personnel qui permet d'aller remplacer 15 jours pour permettre de prendre des vacances et de pouvoir partir. Voilà. Mais oui, je pense que la mutualisation, elle a vraiment de l'avenir et qu'on peut l'imaginer dans pas mal de domaines. Et en plus, sous réserve d'avoir les infrastructures et les connexions numériques, demain, il y a plein de choses possibles en lien avec l'utilisation des données. C'est pas tout à fait la même chose, mais moi, il y a l'exemple quand même des Fab Labs aussi qui me vient à l'esprit. C'est vrai que dans le cas des Fab Labs, on mutualise également des équipements en plus avec souvent aussi des seuils d'acquisition en termes financiers relativement importants. Et dans cette logique de sobriété, y compris voilà, digital, etc., je pense que c'est plus globalement peut-être aussi les tiers-lieux aujourd'hui qui, on l'a vu, ont été considérablement soutenus là, notamment en milieu rural, et dont on entendra certainement encore parler là dans les années à venir, représente en fait un potentiel pour proposer et développer ce genre de projet axé sur la mutualisation. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question parce qu'on commence, le temps commence à couler. C'est pas seulement une question, mais il y a une remarque. Action sociale, aide à la personne en milieu rural. Donc, on a évoqué que dans le rural, il y a pas mal de l'activité des structures de l'ESS qui sont dans l'action sociale, l'aide à la personne. Des emplois indispensables pour le lien social, mais très mal reconnus avec une pénibilité avérée, les horaires décalés, les déplacements, etc. Comment faire face à ce type de problème, ce type de problématique, comment y faire face voilà, est-ce que vous avez des éléments de réponse, des idées? Ça fait penser à une table ronde. Il y avait hier une table ronde sur la dépendance qui a un peu abordé ces questions-là. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut… Nous, c'est vrai que c'est une question qui se pose, qui est importante sur nos territoires. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, nos territoires, enfin non, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, c'est que sur une population de 15 000 habitants, sur notre communauté de communes, on a plus d'un tiers de la population qui a 65 ans. Donc, si on monte un peu plus haut, 70 ans, on est à 20% de la population. Donc, forcément, eh bien, il faut prendre en compte cette question de la dépendance aussi vis-à-vis de nos aînés. Et effectivement, la question après des salariés sur les associations, c'est quelque chose de très, très compliqué. Il y a une souffrance qui est extrême, mais la souffrance, elle est pas extrême, enfin, elle est extrême par rapport à ces personnes qui interviennent chez les personnes âgées, mais elle est extrême aussi dans les EHPAD actuellement. Nous, on a 3 EHPAD, on voit bien que les personnels sont en grande souffrance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la vraie bonne question, parce que je pense que si on avait la solution miracle pour soulager tous ces personnels-là, on l'adapterait forcément au pays. Et je pense que là, effectivement, c'est des horaires décalés, c'est des horaires atypiques. Nous, par rapport à l'expérience de terrain, on a mis, enfin, c'est pas nous qui l'avons mis en place, en tout cas, on y a réfléchi avec la communauté de communes, puisque nous, on est sur un territoire où on a beaucoup de soignants aussi et de personnel qui interviennent sur les personnes âgées. Donc, on a des gardes atypiques qui se mettent en place à partir de 5 heures du matin pour aller garder les enfants chez les personnes, enfin les salariés qui vont se rendre sur leur lieu de travail. Et ça peut aller jusqu'à 22 heures le soir aussi. Voilà, on va y en parallèle de ça, où il y a l'école, où il y a le centre de loisirs, où il y a éventuellement la crèche pour certains. Enfin, tout ça pour dire que nous, cette problématique-là, on la connaît bien. Nous, on a beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. Mais la solution miracle pour les aider, pour faire en sorte qu'ils soient
bien-être au travail, on l'a pas vraiment, quoi. Mais c'est une vraie question, effectivement. Et on voit bien que la population se détourne de plus en plus de ces emplois-là. Donc, on va avoir une véritable crise à un moment ou à un autre sur les ressources humaines. Allez-y, Denis, je voulais prendre la parole. Et après. Oui, très rapidement. Moi, je pense que sur ce sujet-là, on est au cœur d'une politique publique qui n'est pas aujourd'hui construite. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans les territoires ruraux notamment, mais pas seulement, on a un vieillissement important de la population dans notre pays, que face à ce vieillissement, et en plus dans la crise du Covid, ça l'a vraiment souligné, ce besoin nécessaire de lien que constituent notamment les personnes qui font de l'aide à domicile, mais pas que, mais principalement. Souvent, ce sont des emplois pas bien reconnus, qui sont pas bien rémunérés. Ce sont souvent des femmes qui parfois sont dans ce qu'on appelle les familles monoparentales. Donc ça veut dire qu'elles vont cumuler une difficulté de l'exercice, une difficulté parce qu'il y a beaucoup de trajets, c'est fatigant, et en même temps, en rentrant à la maison, on a des enfants seuls. Enfin, on a un vrai sujet global pour structurer ce sujet qui est la dépendance, quoi, qui arrive, de grand âge et la dépendance. Donc il faut reconnaître ces emplois, il faut que ça devienne un sujet politique, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas avoir des choses comme moi je le vois aujourd'hui, où sur une année on va financer 225 associations qui ont ce travail-là sur la région, parce qu'on a fait ce choix politique, on va mettre 5 millions d'euros pour les former, pour les aider à devenir des bons professionnels, pour aider les structures, et de l'autre côté vous avez le département qui sur l'action sociale, lui va essayer de réduire les coûts et va essayer de faire que le prix ne monte pas. Or, si on donne des formations aux gens pour qu'ils soient plus performants, forcément, on va devoir les payer un peu plus cher. Vous voyez? Donc, on a une espèce d'effet de ciseau parce que le département, c'est l'action sociale, mais la formation, c'est la région. Il vaudrait mieux qu'on ait une politique publique globale sur ce sujet-là, la dépendance, le grand âge et jusqu'à la dépendance, et que derrière, on structure une action globale et qu'on regarde les populations qui aujourd'hui rendent le service, qui elles sont, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent, comment on peut les accompagner. Et donc, on ferait peut-être de la prévention pour des familles monoparentales, on éviterait que des gamins dérivent et on aurait peut-être aussi la chance de repérer des talents utiles pour notre société, parce que ces gamins-là, ils ont peut-être du talent, mais au lieu de dériver, s'ils étaient dans un système d'accompagnement, un, leur maman ou leur papa serait content, et deux, ils pourraient imaginer un avenir parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils peuvent avancer, il y a l'école dans notre pays, et de l'autre côté, leurs parents pourraient être aussi mieux considérés dans le travail qu'ils font. Ce travail de lien social, il est vraiment très important. Enfin, dans la crise du Covid, on a manqué de tout au début, mais on s'est aperçu que les uns sans les autres, ça ne marchait pas, quoi. Et ces gens-là, ils étaient au front comme dans les hôpitaux. Donc je pense qu'ils méritent autre chose. Donc en tout cas, pour moi, c'est un vrai sujet politique. Peut-être juste rapidement un exemple qui peut être ressource à ce titre. En ce moment, au labo de l'ESS, on est en train de mener une étude sur justement les problématiques de la santé et comment l'ESS peut faire autrement. Et il y a notamment l'exemple des centres de santé qui permet à des professionnels, par exemple des infirmiers, de se regrouper, de mutualiser un certain nombre en fait, de moyens, de pouvoir se relayer, parce qu'en fait, la profession d'infirmier, par exemple, milieu rural, est très solitaire. Et souvent, en fait, on a affaire à des profils proches de l'épuisement. Et du coup, le fait de pouvoir être en groupe, de pouvoir aussi bénéficier en fait, d'une conveillance, mais aussi parfois d'un accompagnement de coaching extérieur d'une personne tierce qui se met en place dans le cadre de ces centres sociaux, ça peut vraiment changer le quotidien de ces professionnels. Et bien évidemment aussi des modèles économiques qui vont avec notamment dans le cadre des expérimentations qui sont actuellement en cours au niveau étatique, mais des logiques où on sort de facturation à l'acte et qui permet au fait à ces professionnels de prendre au fait la personne en charge d'une manière globale, de prendre le temps aussi et de sortir un petit peu de cette tyrannie de paiement à l'acte pour les professionnels de santé qui est souvent assez problématique. Merci beaucoup. On arrive aux quelques dernières minutes de cette table ronde. On a
traité la quasi-totalité des questions. Il y en a eu pas mal, je vous remercie. Je vais laisser le mot de la fin à chacun des intervenants pour se revenir sur un point que vous souhaitez souligner. Donc, je vous laisse, Jean-Yves, en plus, vous levez la main. Pardon, parce qu'en fait, je voyais une question de Kevin Roche qui disait… Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui. Oui, c'est bon, pardon. Je crois que de Kevin là, qui demandait en tant que citoyen, il voulait s'appliquer localement autour de différentes thématiques liées à l'ESS, hein, sur de l'agriculture bio, de l'emploi local, tout ça. J'avais envie de lui répondre, ben, venez dans un centre social, parce que toutes ces questions-là, c'est nos questions du quotidien. Venez nous voir en tant que bénévole ou administrateur, et ces questions-là, on en discute tous les jours, parce que c'est notre quotidien. Voilà, donc c'est une petite réponse à apporter à M. Kevin Roche. Non, s'il y a un mot de la fin, je vais commencer juste pour dire que l'ESS, pour nous, sur nos territoires ruraux, c'est un puissant fertilisant. Hein, c'est quelque chose qui doit nous permettre de faire avancer beaucoup de choses, de faire prendre conscience avec nos habitants aussi que l'ESS, c'est une économie qui n'est pas une économie à part, mais qui a toute sa place sur nos territoires. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, M. Hameau l'a dit tout à l'heure, qu'on a été, nous, acteurs de l'ESS, très, très, très présents sur le premier confinement. N'oublions pas que nos bénévoles, qui a fait les masques, ce n'était pas les industries chinoises, françaises, américaines, c'était nos bénévoles avec nos ateliers de couture qui avons fait des masques, qui en avons donné à nos personnels soignants justement dans les EHPAD, à nos aînés. Ce sont les circuits courts et nos AMAP qui ont été très présentes aussi. Enfin, il faut pas, voilà. Donc, je pense qu'il faut valoriser un maximum et nos élus doivent le faire aussi. Alors, je sais que M. Hamon, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais on voit bien que nous, on rame quand même pour faire reconnaître aussi notre économie, notre volonté d'être un acteur de l'ESS, parce que nos élus ont du mal encore à comprendre. Pour eux, une économie, c'est une économie, certes, c'est une économie, mais voilà, ils englobent un peu tout, et que là-dessus, on a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Et il y a un dispositif sur lequel on travaille, nous, et j'en terminerai là-dessus avec le pôle ESS donc, du PICOB, c'est le fait de reprendre en RT Scope, donc reprise transmission en scope, donc des entreprises qui, on a environ là une trentaine d'entrepreneurs sur le territoire qui vont partir à la retraite, qui ont plus de 55 ans et qui vont bientôt partir en retraite. Et si rien n'est fait, eh bien ces entreprises-là vont fermer. Donc on essaye avec l'URSCOP Bretagne de mettre en place des réunions, de repérer tous ces entrepreneurs qui n'ont pas forcément la connaissance de ce dispositif des scopes, afin que leurs salariés puissent reprendre, devenir dirigeants de leur propre entreprise, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc ça, c'est tout un travail qu'on est en train de faire au niveau du pôle ESS, et c'est quelque chose qui commence à rentrer un peu dans les mentalités, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, mais encore, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Voilà. Donc l'ESS a encore des beaux jours devant lui, mais on a besoin du soutien politique. Voilà, ça, c'est important. Et pour transition toute trouvée, pour le mot de la fin, je passe la parole à Denis pour venir sur un point. Écoutez, je ne sais pas si Nicolas voulait dire quelque chose peut-être avant. Non, ça va. Elle pourra aussi vous donner la possibilité de dire quelque chose après. Hein. Je voyais juste simplement, j'en profite alors parce que vous m'aviez tendu la perche. Il y a une petite question de Xavier Deloche là sur les PTCE, parce que moi, ma conclusion elle est simplement que voilà, la résilience, elle est dans le rural et la coopération aussi. Les PTCE, donc les pôles territoriaux de coopération économique. Alors en ce moment, voilà, il y a un diagnostic qui est en cours du côté du labo, pas spécifiquement sur les PTCE dans les territoires ruraux, mais disons territoires tout confondus. Mais je vous invite à suivre bientôt, ce sera pour 2021, ces analyses-là. Qui seront peut-être également intéressantes pour vous sur ce sujet-là. Voilà. Alors moi, pour conclure, mais bon, c'est plus réouvrir un peu un débat, je pense que si on rajoute à ESS un autre E qui est l'écologie, on a un projet de société. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'économie, on a social et solidaire, ça veut dire qu'on a le lien entre nous, et la capacité à vivre ensemble et à innover aussi ensemble, à trouver des nouvelles solutions.
Et puis l'écologie, finalement, puisque ça nous amène à prendre conscience dans nos territoires de ce qui est important. Moi, souvent, j'explique que la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la terre, c'est fondamental. Et que si on oublie ça, probablement on passe à côté des transitions. Parce que on aura moins de biodiversité, donc on aura moins d'attractivité de notre territoire, il sera moins sympa, il sera moins agréable à vivre, et donc nos enfants, ils respireront moins bien et ils seront beaucoup plus malades. Donc j'aime bien l'idée que finalement, avec cette crise sanitaire, elle a peut-être remis un peu les pendules à l'heure sur les choses importantes. Ce qui est important, c'est le lien entre nous. Et ça, c'est ce que j'appelle la destination. Quand je parle des projets, la dynamisation dans les territoires, c'est se mettre ensemble, se mettre en mouvement ensemble et pouvoir ensemble imaginer, non pas pour demain, parce qu'il faut le faire tout de suite, imaginer comment on va pouvoir faire que notre territoire, là où on est, grandisse, soit plus attractif, plus agréable et que finalement notre vie ensemble soit plus sympa. Ça, pour moi, c'est important. Et ça veut dire qu'il faut remettre à leur place la finance. C'est un élément important, comme je vous l'ai dit, mais ça n'est qu'un moyen. Ça n'est pas une vision politique. Moi, ma vision politique, c'est de nous dire comment dans un collectif, comment avec les idées qu'on a, comment avec les atouts d'un territoire, mais aussi parfois ses faiblesses, à partir de ça et d'un diagnostic, on va pouvoir ensemble imaginer des projets et bouger les lignes, faire en sorte que ensemble déjà on vive mieux, mais aussi que des gens aient envie de s'installer dans nos territoires. Sans être dans la compétition, c'est jamais bon la compétition, mais l'émulation, c'est-à-dire que on se met finalement en situation de se challenger les uns les autres, mais toujours avec cette volonté de se dire, mais c'est quoi l'intérêt général, ce vieux mot là, ou le bien commun, on dit aujourd'hui le bien commun, c'est quoi le bien commun du territoire, c'est quoi l'intérêt général? Est-ce que c'est bien qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aient tout, quand d'autres n'ont rien, ou est-ce qu'il faut qu'on ait une répartition qui soit équitable, en tout cas qui rémunère le risque de celui qui l'a pris, mais qui n'oublie pas celui qui a participé à l'aventure? Voilà, moi je suis plutôt dans cette logique-là. C'est pour ça que je suis de gauche, c'est pour ça que je suis engagé dans cette aventure avec Marie-Guide Dufay. Mais ce n'est pas parce que j'ai des idées que je ne veux pas qu'elles atterrissent dans des projets concrets pour les gens. C'est ça la politique. Et peut-être qu'on a perdu la confiance des gens parce qu'on a fait trop de discours et on a fini par oublier qu'il fallait que quelque part les choses changent concrètement pour les gens. Voilà, moi j'aimerais être là-dessus. Je travaille tous les jours pour que les choses changent concrètement pour les gens, mais pas n'importe comment. Il faut qu'on ait une stratégie et il faut surtout qu'on fasse appel à l'intelligence collective. Voilà. Je pense que c'est ça la clé de succès de la dynamisation des territoires, l'intelligence collective. Eh ben, parfait, merci pour ce mot de la fin, merci à vous trois pour votre participation et à vous tous d'avoir suivi cet atelier du coup, qui touche à sa fin de manière ponctuelle. Et donc c'était un des derniers, il reste encore pour les journées de l'économie autrement la plénière de clôture qui a lieu dans un peu moins d'une heure. Je vous invite à y assister où sera notamment remis un prix en mémoire de Philippe Frémaux, qui était quand même l'initiateur et l'architecte de ces journées de l'économie autrement depuis le début, même de celle-ci qui nous a quittés. C'est le fondateur, hein. Nous on n'a fait que aider à l'émergence, mais Philippe, il a fait un travail formidable. Et qui a donné jusqu'à ses dernières forces dans même cette édition-là. Et il doit être fier là où il est. J'espère. Et merci à vous tous et bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.